Donner un aperçu sur le travail que Homme Nouvel a fait depuis pratiquement 1 an et demi, dans différents domaines, notamment sur la question des conflits, et dire que dans le règlement d'un conflit, lorsqu'il y a conflit dans un pays, conflit d'une certaine nature, je ne parle pas des conflits de foyer, des conflits dans des quartiers, mais quand il y a des conflits qui mettent en présence des communautés nationales, non nationales, les allogènes, les allochtones, il y a 4 axes de résolution de ces conflits. Le premier axe, c'est l'axe institutionnel et gouvernemental. C'est le pouvoir régalien de l'État de maintenir l'ordre, mais d'apporter des solutions à ces crises, que ce soit des crises de développement, ou des personnes qui ont été frustrées, ou des compensations, ou des indemnisations. Le gouvernement a le pouvoir et a le devoir de régler tous les problèmes qui se posent dans le pays et sur un territoire. Ça, c'est l'axe premier de résolution des conflits. On ne peut pas résoudre un conflit, quelle que soit la nature dans un pays, sans que le gouvernement ait un certain niveau d'implication. C'est pourquoi nous réjouissons de la présence des ministères ici. Le deuxième axe de résolution des conflits, c'est vous, mesdames et messieurs, les représentants des partis politiques, parce que ces conflits ont, la plupart du temps, des penchants politiques, des origines politiques. Et quand vous êtes gestionnaire des idéologies de la vie, c'est à vous que reviennent les initiatives d'installer la paix. C'est pour cette raison qu'on voit mal une approche de résolution des conflits sans qu'on y associe les partis politiques, parce que ce sont eux qui font les opinions des populations. Le troisième axe, c'est notre axe, celui de la société civile. C'est l'axe associatif, mais d'une façon générale, l'axe social et culturel. Donc, il y a la chefferie, il y a toutes les initiatives de femmes, de jeunes, tout ce qu'il y a comme flexibilité non institutionnelle qui permet d'aller et de dire voici qu'est-ce qu'on peut faire, on peut calmer la situation. C'est un axe libre. Et c'est dans ce axe que nous sommes inscrits en tant qu'Homme Nouvel. Dès les premières heures des violences d'août 2000, tout ce qui s'est passé entre le 6 août 2020 et le 30 novembre 2020, où il y a eu plus de 85 morts, 296 maisons détruites, des dizaines de commerces partis en fumée, des dizaines, des centaines de blessés. Et donc, nous sommes, nous, dans la contribution à la prévention et à la résolution des conflits sous ce axe associatif, social, culturel, qui est celui de la population. Et le dernier axe, qui n'est pas dernier dans l'ordre d'énumération, c'est l'axe diplomatique de résolution des conflits. Et c'est ce axe qui justifie que nous soyons aujourd'hui avec l'Union africaine, puisque nous avons fait le pari, nous avons fait l'engagement de confier une partie de notre destin à une grande organisation qui est, en l'occurrence ici l'Union africaine, qui est la CEDEAO. Pour d'autres pays, l'Union européenne. Pour d'autres pays, c'est la CEAC ou la SADC. Mais une partie de notre souveraineté nationale est mise dans un ensemble, une force collective. Et c'est pour cette raison que nous avons accueilli cette initiative de l'Union africaine avec beaucoup de joie et que nous nous sentons privilégiés d'être considérés comme des partenaires techniques. L'axe diplomatique est fondamental. Il y a ici le représentant de l'ambassade du Mali, mais également toutes les ambassades qui sont engagées dans les crises ici, dans la sous-région. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a des crises d'une certaine nature, ce n'est pas possible que nous passions de la capacité d'action des chancelleries, des ambassades, des institutions qui nous permettent d'avancer, qui appuient non seulement sur le plan financier, qui est le plan le plus visible, mais tout ce qui est en bas comme raison, raisonnement, consultation, tout cela. Et donc, c'est ce axe-là qui est développé aujourd'hui. Et nous sommes heureux de savoir que ce axe s'agence avec un réalisme de terrain. Et ce réalisme de terrain, c'est Madame l'ambassadeur qui descend à Toumoudi. Ce sont les conseils de l'Union africaine qui descendent avec Homme Nouvel à Bonois. Quand on dit le Baobab, ce n'est pas seulement l'image, parce qu'en Afrique, c'est le lieu, c'est le symbole de la force du pouvoir, le pouvoir de consultation, de persuasion. Il n'y avait pas dans notre Afrique traditionnelle de prison. Il n'y a aucune société africaine antique où il y avait des prisons. Ça n'existe pas. On avait cette capacité de sanctionner par les bannissements, par beaucoup de gens, mais sous le Baobab ou d'autres symboles à l'époque. Et ce sont ces symboles qui ont été choisis par l'Union africaine que nous allons nous asseoir. Au sens propre, réellement, vous allez voir les photos certainement, où on parle directement avec les populations. Donc voici ce qui a été fait. Je voudrais rappeler que ce travail qui est présenté aujourd'hui est un travail qui a été fait sous la houlette de l'Union africaine. Nous avons été avec un partenaire technique, mais nous étions déjà sur le terrain, nous, depuis pratiquement, comme je vous ai dit, depuis la mi-2020. Nous avons sillonné à ce jour 158 localités en plus d'1 an, de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous avons eu le privilège d'être reçus par tous les présidents des partis politiques de Côte d'Ivoire, par les institutions, mais également par les chefs traditionnels et les rois les plus sérieux de Côte d'Ivoire, qui ont une influence, et également par les populations de base. De ce travail que nous avons fait sur le terrain, il nous est venu des constats.
l'analyse des conflits, mais également des recommandations. Et à ce niveau, il faudrait distinguer deux choses, comme Madame la représentante l'a dit tout à l'heure. Il y a le volet politique, et ce sont eux qui sont assis là. Je suis heureux qu'on ait des gens, des représentants ainsi au niveau. Toutes les crises qui arrivent en Côte d'Ivoire et qui connaissent une certaine violence sont le fait des situations politiques immédiates. Ce sont les situations politiques, élections, frustrations, quoi que ce soit, exclusion, qui mettent le feu. Mais ce n'est pas le fait politique lui-même qui est l'objet du déchirement. Le fait politique ne vient que mettre en lumière toutes les divisions au sein de nos sociétés. Et donc, quand vous avez une société où les problèmes ne sont pas résolus, ou sont seulement résolus en surface, dès qu'il y a un petit mécontentement politique, tout s'enclenche. La preuve, dès que les partis politiques font une déclaration, nous constatons au niveau de base une effervescence qu'on ne voit pas toujours à Abidjan. Donc, c'est deux choses séparées. Le fait politique est important, il faut le gérer avec tout ce qu'il y a comme délicatesse. C'est pour cette raison que nous saluons le dialogue politique. Nous demandons que tout obstacle soit levé pour que tous les partis participent librement, parce que la voie de salut de notre pays se trouve là. Mais il y a le fait social. Et dans ce fait social, lorsque nous avons parcouru le pays, nous avons constaté que nos populations vivent dans un environnement. Il y a des réalités aujourd'hui qui se posent à la Côte d'Ivoire. Nous avons constaté une conscience verte. La conscience verte, c'est la conscience environnementale. Aujourd'hui, les populations ivoiriennes font plus attention aux questions d'environnement. Et depuis 2016, on n'a pas eu encore un feu de brousse majeur en Côte d'Ivoire, ce qui était légion, qui détruisait tout. Donc la conscience de l'attachement à la terre devient très forte, avec moins de dégâts sur la nature. Et donc, cette conscience verte crée un cadre de vie harmonieux, mais également une pression foncière, parce qu'il y a des endroits aujourd'hui où, du fait de la verdure, il y a des migrations des populations, les migrations pour les pâturages. Il y a un développement évident. Les 20-30 dernières années, les différents régimes qui sont situés en Côte d'Ivoire ont fait des actions de développement qui sont observables aujourd'hui. Si vous parcourez le pays, pour ceux qui n'ont pas été dans l'arrière-pays depuis 20 ans, quand vous allez vous constater qu'il y a quelque chose qui a changé. Et c'est le fait des régimes qui sont venus, chaque régime ayant donné son impulsion en fonction des contraintes de l'époque. Vous avez également les routes. Aujourd'hui, vous avez les routes qui sont en train de se développer partout en Côte d'Ivoire, dans les axes, aux frontières. 4 axes, il y a la côtière, il y a la route de l'Est, il y a l'autoroute, il y a également la route de l'Ouest. Et non seulement ça apporte le développement au sens profit, mais ça apporte l'interpénétration culturelle. La Côte d'Ivoire de l'époque, c'était cela. C'était que celui qui est à Dabou fréquente à Olodio, celui qui est à Niofouin se trouve à Ebikro, et on avait cette facilité. Mais comme on se mélange plus trop du fait des difficultés de déplacement, on est donc braqué. Donc les routes ont ce volet culturel qui est en train de se développer, où chaque Ivoirien pourra aller n'importe où pour avoir les opportunités économiques. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour parler à San Pedro, par exemple, si vous n'avez pas l'argent, vous payez l'avion. C'est vraiment un parcours du combattant. Donc les routes sont en train d'apporter un renforcement culturel. Ça, c'est un constat que nous faisons. Et à côté de ça, il y a la vitalité du commerce dans les petites villes. Vous voyez le commerce, l'agriculture, vous avez une démographie variée. Vous avez une urbanisation malheureusement communautariste, par groupe ethnique dans les villes, qui est très dangereux. Vous avez le tourisme qui est naissant, mais qui fait vivre un peu la localité. Vous avez l'intégration culturelle, vous avez le sentiment d'appartenance à la nation du fait de développement pour certaines populations de Côte d'Ivoire. Vous avez la présence de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages, vous avez des hôpitaux, vous avez des sous-préfectures, des mairies, et ça symbolise la présence de l'autorité de l'État, et donc ça peut impulser le développement. Et vous avez les facilités de communication. Mais malgré tout ce que vous avez comme élément positif que je viens de noter, il y a des causes de conflit aujourd'hui, selon, comme Madame Amassole l'a dit, selon ce que nous entendons. Nous ne sommes pas arrivés à un niveau sociologique d'enquête, de sondage. Nous avons juste écouté les populations de toutes les régions et nous avons compilé ce qu'elles ont dit. Et on constate 14 raisons des conflits sociaux en Côte d'Ivoire qui sont allumées par le fait politique, chaque fois qu'il y a une crise. Le premier, c'est le foncier. Dans l'ordre, tous les villages de Côte d'Ivoire ont un problème foncier. Et quand on dit foncier, c'est tous les types de foncier. C'est l'État qui prend des terres, qui n'a pas totalement dédommagé, ou bien qui a fait un mauvais dédommagement. C'est les limites en 2 villages, en 2 royaumes. C'est l'individu qui achète une terre, c'est l'expropriation, c'est l'occupation anarchique illégale, c'est l'orpaillage. Et ça, dans tous les villages de Côte d'Ivoire, vous avez la question. Parce qu'avec la question foncière, voici la question de l'exclusion des populations qui sont dans les activités foncières. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher avec beaucoup d'attention. À côté de cela, vous avez le social, l'emploi, la santé, l'éducation, qui sont des problèmes. Vous avez la cherté de la vie qui se sent aujourd'hui au niveau de base. Moi, j'ai grandi dans un village. Avant, rien, on n'avait pas besoin d'argent. Tout c'était le troc. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a le problème dans les localités. Les gens n'ont pas d'argent pour payer, pour vivre.
Et il ne faut pas aller chercher la vie. Ça, c'était vrai pour les grands centres urbains, mais pas pour les villages. Et aujourd'hui, et ça crée des frustrations dans les villages. Il y a la question de la politique. Quand je dis politique, il ne s'agit pas du troisième mandat, il ne s'agit pas du dialogue politique, il s'agit des passifs de la politique. C'est-à-dire 2002, il y a eu des faits graves, à l'ouest comme dans toute la Côte d'Ivoire, 2010 et 2020. Et il y a eu des exilés, il y a eu des situations, il y a eu des destructions de part et d'autre selon les camps politiques. Et ça constitue encore des passifs sur lesquels il faut se pencher pour pouvoir avancer. À côté de cela, il y a la question également de la cohésion communautaire qui s'effrite. Et nous avons déjà fait un rapport, comme nous avons envoyé aux différentes ambassades. On a également la question du développement. Le développement déséquilibré, il y a des régions où on a l'impression qu'il y a un développement déséquilibré. S'il y a des personnes de Bangolo ici, vous allez voir, les gens de Bangolo disent nous sommes dans une zone rouge, il n'y a pas de développement pour nous. On se sent totalement écarté du développement. Vous allez à Bonoua, les gens de Bonoua estiment que pour des raisons politiques, ils ne bénéficient pas de l'eau qui vient de Bonoua, qui nourrit Abidjan. Ils n'ont même pas une partie de cette eau. Donc les gens ont une perception. Vous allez à Boisseau, le côté Tiapoum, et Adiaké a l'impression d'être plus développé que le côté Ayamé, où il n'y a pas de voie. Et ça crée des problèmes au sein des populations pour leur perception. Et beaucoup de frustration passe souvent de là pour des violences. À côté de ça, vous avez également le leadership local. Et ça, c'est très important aujourd'hui. On se rend compte que nos localités sont déchirées par un mauvais leadership local qui va sur deux axes. Le premier axe, c'est politique. Vous avez des gens qui sont dans un même parti politique qui se battent et donc qui divisent les populations pour des questions électorales et qui montrent des populations et de façon visible. Donc ça crée il arrive même que ce soit des personnes du parti au pouvoir, mais qui ont une question d'hégémonie, créent des situations et les églises, les mosquées, les populations sont séparées. Le deuxième axe, c'est la chefferie traditionnelle. Nous nous posons la question. Si nous avions une chefferie traditionnelle qui avait le même effet, le même impact, la même